Dans cette vidéo, nous allons parler d'un des animés les plus populaires du moment, à tort ou à raison, à vous d'en juger, mais que personnellement j'aime beaucoup pour de multiples raisons, avec lesquelles je ne vais pas vous embêter ici. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec l'OAV en 2 parties sorti le 15 août sur la plateforme ADN en France, Boku no Hero Academia, Iki no Kore, Keshi no Survival Kunren. Et comme souvent, on remarque que les Japonais adorent donner des noms à rallonge à leurs épisodes spéciaux. Ces bonus racontent un événement plus ou moins inédit qui se place au niveau de la saison 3, entre les épisodes 14 et 15 environ. Déjà, on part sur un petit retour en arrière après la fin de la saison 4 il y a quelques mois. Mais je ne m'attendais de toute façon pas à ce que l'intrigue principale avance avec des OAV. Il faudra encore patienter un peu jusqu'à la saison 5, qui n'est pas encore annoncée à ce jour. Mais trêve de bavardage, Iki no Kore, de quoi ça parle? Juste avant le passage du permis provisoire, la classe 1A doit effectuer un entraînement en équipe sous la supervision d'Aizawa Shota, leur professeur principal. L'équipe que l'on va suivre se compose seulement d'une partie de la classe, qui sera encore subdivisée en 4. Bakugo, Kirishima et Kaminari, qui partiront devant sans attendre les autres, Iida et Yaoyorozu, qui tenteront vainement de faire preuve d'un minimum d'autorité, Todoroki et Tokoyami un peu perdus là-dedans, mais comme ce sont les personnages les plus cool du lot, on ne pouvait pas ne pas les mettre. Et enfin notre héros, Midoriya, accompagné d'Uraraka et Asui, un peu plus à la traîne que les autres. On remarque donc qu'on nous offre ici les personnages d'élèves les plus populaires si on se réfère au sondage japonais. Les bases d'un bon épisode fanservice sont mis en place, mais malheureusement, les bonnes choses ne vont pas durer. L'objectif de tout ce petit monde est d'entrer dans un centre commercial souterrain construit sur le terrain d'entraînement du lycée et d'aller y récupérer un civil brillamment interprété par un mannequin en mousse et qui s'y serait retrouvé coincé lors de l'effondrement d'une partie du centre commercial. Déjà, je ne pense pas que ça arriverait normalement puisque l'idée de construire un espace souterrain d'au moins 6 étages juste pour du shopping me paraît vachement dangereuse, mais soit, je ne sais pas si ça existe vraiment, mais au pire j'accepte totalement les codes de l'univers de l'anime. Le problème n'est pas tant que le scénario tient sur un post-it, ça ne me gêne pas en général, mais plutôt que tout est prétexte à mettre un petit flashback tiré de l'anime et donc d'accumuler des scènes déjà vues. L'OAV aurait pu tenir en un seul épisode sans ça à mon avis. Mais je parlais de fanservice avant, et revoir des scènes fortes en fait partie, n'est-ce pas? Oui, sauf que là, ce sont principalement des scènes qui rappellent qui sont les personnages, c'est l'équivalent des épisodes récapitulatifs de début de saison. Et je dirais que ces épisodes sont même plus agréables à regarder parce que l'animation est au moins jolie et fluide. Le dessin est agréable, ce qui n'est pas vraiment le cas dans Iki no Kore. Les dessins et l'animation ne font pas honneur à ce dont nous avait habitué la série, les visages sont un peu étranges et les mouvements sont assez limités jusqu'à la fin de la partie 2 qui remonte légèrement le niveau. Après, je peux comprendre que le studio d'animation ait pu avoir des soucis vu les événements actuels. Beaucoup d'animateurs travaillent de chez eux et ça doit être assez difficile. Donc on pardonnera une animation approximative en espérant qu'ils donneront tout pour la future saison 5. Si ça n'avait été que ça, j'aurais passé un bon moment quand même devant ces OAV, mais il y a pire. Les actions des personnages et l'enchaînement des événements n'ont pas beaucoup de sens ou sont basiques au possible, ce qui est vraiment dommage pour une œuvre qui se base beaucoup sur ces personnages, qui sont bien plus travaillés habituellement. Je vais rester vague pour ne pas spoiler, on pourra débattre dans les commentaires, mais la plupart des dialogues sont creux, ne servent qu'à allonger le temps d'écran pour les personnages qui ne font pourtant pas grand chose, comme par exemple dans la conversation entre Todoroki et Tokoyami dans la partie 1, qui ne fait pas avancer l'histoire et pendant laquelle les personnages sont simplement assis au sol. Et pour ceux qui l'ont vu, si à la fin Bakugo avait connaissance du problème de l'eau, pourquoi être resté avec Todoroki sans rien dire au lieu de tous remonter en même temps avec les autres? Enfin, je pose la question, mais la réponse est évidemment qu'il fallait une scène avec le trio principal ensemble, encore une fois, pour le fanservice. Ce qui, encore une fois, ne m'aurait pas dérangé s'il n'y avait pas eu les autres problèmes cumulés, parce que je suis assez friande de tous ces bonus ajoutés aux œuvres pour faire plaisir aux fans. Pour Iki no Kore, malheureusement, c'était un peu raté, même si la blague de la béquille a plutôt bien fonctionné sur moi qui suis un public facile.
J'ai aussi été étonnée qu'ils mettent l'opening et l'ending de la seconde partie de la saison 4 plutôt que ceux de la seconde partie de la saison 3 puisque ça se passe à ce moment-là, mais c'est un détail. En conclusion, j'ai été un peu déçue de mon visionnage, mais je comprends en partie que ces OAV n'aient pas pu être aussi bons que ceux sortis précédemment, et j'espère que les prochains, s'il y en a, pourront se remettre un peu plus au niveau de qualité de la série de base, et peut-être qu'une version Blu-ray améliorera l'expérience de visionnage de ces OAV. Maintenant que nous avons abordé Iki no Kore, passons au gros morceau. Boku no Hero Academia Heroes Rising, le second film de la franchise. Sorti en avant-première en France le 18 août et distribué en salle du 20 au 25 août dans bien trop peu de salles, le film nous raconte une version alternative de ce que Horikoshi Kohei, l'auteur, pensait faire pour la fin de son manga à ses débuts. Le tout réadapté pour en faire une histoire canon avec le reste de la série. Cette histoire donc met en scène toute la classe 1A, sans oublier personne cette fois, et sans surveillance professorale, sur une petite île de 1000 habitants dont le seul héros en service vient de partir à la retraite. La commission héroïque décide d'envoyer les élèves enfin titulaires de leur permis provisoire s'occuper de ce lopin de terre n'ayant eu aucun incident depuis 30 ans. C'était évidemment sans compter sur les agissements de la Ligue des Vilains et particulièrement du Docteur qui a travaillé à créer un ersatz de All for One en la personne de Nine qui, comme son nom l'indique, peut donc utiliser 9 alters différents. Sa raison de se rendre sur une petite île calme du sud du Japon, s'approprier l'alter d'un enfant, le jeune Shimano Katsuma, sans lequel son corps s'autoconsumera à cause de la multiplicité de ses pouvoirs. Nos apprentis héros auront ainsi la lourde tâche de protéger ce petit et sa grande sœur, et les autres habitants de l'île. Le film nous introduit 4 nouveaux méchants, assez classe et puissants, qui ne seront pas excessivement développés, mais suffisamment pour nous faire comprendre les liens entre eux, et avec la Ligue qui restera en retrait ici. Comme pour l'OAV, tout est bourré de fanservice, mais cette fois beaucoup mieux exécuté, malgré le fait que j'ai trouvé que le début traînait légèrement en longueur, à cause des rappels, même si la toute première scène du film est magnifique, surtout pour les fans de la théorie des Todoroki comme moi. Une fois l'action lancée, elle ne fait que monter crescendo jusqu'au climax qui en a fait lever plus d'un de son fauteuil lors de l'avant-première. Il reste qu'il y a un tout petit point noir sur la toute fin du film que j'aborderai plus tard, mais parlons d'abord de tous les points positifs du film. En premier, évidemment, l'animation, qui est juste un régal pour les yeux, comme on pouvait s'y attendre pour une production aussi importante que celle-ci. Les mouvements et les actions de tout ce qui arrive à l'écran sont d'une précision et d'une efficacité incroyables, clairement c'est tout simplement du bonbon pour les yeux. Les dessins sont équivalents à ceux de l'animé, on n'est donc pas dépaysé et on profite pleinement de retrouver les personnages qu'on apprécie. Et en parlant des personnages, ils sont vraiment au cœur de l'histoire, chacun d'entre eux, des 20 élèves jusqu'aux nouveaux méchants en passant par les 2 enfants, Katsuma et sa sœur Mahoro, ont un moment de bravoure vraiment appréciable. Ils sont tous utiles à un moment du film, et le scénario n'avancerait pas sans chacune de leurs interventions, aussi infime soit-elle. Qui que soit votre élève favori dans la classe 1A, soyez assurés que vous le verrez accomplir quelque chose d'impressionnant au cours de l'histoire, et cela nous fait même réévaluer plus positivement certains protagonistes qui sont habituellement très en retrait. Nous faire apprécier des personnages auxquels on n'aurait peut-être pas pensé s'intéresser a toujours été une grande force du manga, et on le retrouve bien ici. De plus, le film est vraiment bien dosé, même si le début et les quelques flashbacks concernant l'histoire principale paraissent un peu longs, le tout est quand même agrémenté de beaux petits moments de bravoure et d'humour très appréciables, sachant que la suite du film sera très forte en émotion. On est vite emporté dans un tourbillon d'action impressionnante et de sentiments bouillonnants, tout ce qu'on aime dans un bon shonen quoi. Les dialogues sont aussi très bons, les personnages ne parlent pas pour ne rien dire ou pour meubler le silence, ce qu'ils disent est toujours intelligent et pertinent, et c'est un plaisir de les voir évoluer en tant que groupe de héros sans qu'un adulte ne vienne leur donner les solutions. Ils doivent réfléchir ensemble, se battre ensemble, tenir ensemble face à l'adversité avec des combinaisons de personnages, d'alters et leur utilisation qui donnent un mélange détonnant et carrément plus ultra. En essayant de ne pas spoiler, je vais aussi aborder l'idée brillante du combat final qu'on voit arriver par un teasing particulièrement efficace et qui prend vraiment aux tripes quand on aime et qu'on comprend tous les tenants et aboutissants de l'univers du manga.
Ce qui m'amène tout de même au petit point noir, qui n'en sera pas forcément un pour tout le monde, mais que je tiens à soulever. Le film a été fait de façon à rester canon avec la série. Tellement d'ailleurs qu'il y aura quelques menus spoilers pour ceux qui ne suivent pas les scans, soyez prévenus. Donc, à la fin, il y a une petite pirouette pour expliquer que l'idée brillante de tout à l'heure n'ait pas eu d'incidence sur le reste de l'histoire. Ça aurait évidemment donné une suite totalement différente à la série, mais pour pallier à ça, je pense que faire un film non canon au reste de l'histoire aurait vraiment maintenu l'intensité dramatique de la fin à son maximum. À la place, les choses reprennent leur cours naturellement, réduisant un peu l'impact de ce qu'on vient de voir. Malgré ça, soyez assurés que j'ai passé un de mes meilleurs moments d'animation durant ce long métrage, et j'ai très hâte de me procurer le futur DVD pour redécouvrir le film dans une ambiance un peu moins tonitruante qu'à l'avant-première. C'est du très bon bonus fanservice comme j'aime, qui ne changera peut-être pas le canon de l'histoire principale, mais qui nous fait ressentir les émotions des personnages qu'on aime et vivre avec eux une aventure qui donne d'autant plus de profondeur aux liens qui les unissent. Et puis, il y a Hawks, le meilleur personnage de tous les temps, alors allez voir ce film. Et en attendant, je vous dis prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne.